À Contreras, sur le terrain. La mère patrie appelle ses fils au combat. Zum Kampf. Die 102 Meter hohe Statue auf dem La statue de 102 mètres de haut, sur la colline de Mamaïev à Volgograd, commémore la bataille de Stalingrad, qui a duré 200 jours, de septembre 1942 jusqu'au printemps 1943. Elle s'est terminée par l'anéantissement de la 6e armée allemande et est considérée comme un tournant dans la guerre d'extermination menée par Hitler contre l'Union soviétique. Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion. Aujourd'hui, au-dessus des anciens champs de bataille, autrefois baignés de sang, planent les sombres nuages d'une nouvelle guerre qui, après plus de 4 ans de combats en Ukraine, a désormais atteint l'arrière-pays russe. Alerte aux drones à l'aéroport de Sheremetyevo, à Moscou. Tous les vols vers le sud de la Russie sont annulés. C'est ainsi que notre voyage vers Volgograd commence, avec un jour de retard. Notre Airbus A320 est le dernier avion à atteindre Gumrak. Là aussi, menace de drones au-dessus de Volgograd. Les appareils doivent rester au sol. Die Maschinen müssen am Boden bleiben. Volgograd est constamment la cible d'attaque parce que je pense son nom reste lié dans l'histoire à celui de l'héroïque Stalingrad. Et bien sûr, il y a aussi la conscience que cette ville a une importance stratégique. Malheureusement, nous ne le cachons pas. Nous n'essayons pas d'embellir la situation et nous savons bien que malheureusement, des drones tombent chaque jour sur le territoire russe. Évidemment, nous voyons cela de manière très négative. On nous provoque, on nous pousse à intensifier les combats et ensuite on viendra nous accuser, nous la Russie, en disant « Regardez, vous êtes des fascistes, vous détruisez la population civile. » Voyez, la Russie, cet ours russe, serait en train de se déchaîner et de tout ravager. Drohnenschutz über einem Öllager. Protection par drone au-dessus d'un dépôt de pétrole. L'Ukraine attaque, avec des armes occidentales et la navigation de l'OTAN, des installations pétrolières et gazières situées au cœur de la Russie. Cela perturbe fortement les exportations vers l'Inde et la Chine et réduit les revenus. La guerre est depuis longtemps passée d'un conflit par procuration à une confrontation directe. Même dans l'oblast de Volgograd, des sacs mortuaires arrivent. Les blessés graves doivent être soignés. C'était une mine antipersonnelle tout à fait ordinaire, une PMN-4. Ce genre d'engin contient une petite charge explosive, mais son boîtier est rempli de nombreux éclats métalliques. Et voilà ce qui s'est passé. Au moment de la détonation, comme j'étais encore penché au-dessus, les éclats de la mine m'ont littéralement déchiré les 2 yeux. J'en ai perdu un, et même si les médecins ont pu sauver le second, je n'y vois plus rien. Quelques petits éclats m'ont aussi atteint le visage. Comme vous pouvez le voir, j'ai quelques cicatrices. À part le visage, je n'ai eu aucune autre blessure. J'ai eu une chance incroyable que les éclats n'aient pas touché la gorge. Sinon, j'aurais très probablement saigné à mort sur place. Mais au final, j'ai eu beaucoup de chance. Wachwechsel vor der ewigen Flamme in Volgograd. Relève de la garde devant la flamme éternelle à Volgograd.
Les célébrations du 9 mai, marquant la victoire sur le fascisme pendant la Grande Guerre patriotique, sont bien plus qu'une simple tradition. On veut raviver l'esprit patriotique et combatif de la jeunesse. Le ministère russe des Affaires étrangères parle ouvertement d'une troisième guerre mondiale, tout en répétant sans cesse que la Russie n'attaquera pas l'OTAN. La Société pour l'amitié germano-russe fait partie des rares organisations qui continuent de construire des ponts par-dessus les fossés creusés par la guerre en Ukraine. Alors, la diplomatie citoyenne pour nous, c'est à la fois une expression et un appel à l'aide. Et avec notre expérience de vie, on ne peut tout simplement pas accepter que c'est ce que nous avons vécu, que les jeunes s'éloignent les uns des autres ou ne se rencontrent plus. Je peux seulement dire qu'en RDA, nous avions la Société pour l'amitié germano-soviétique. C'était une relation très étroite entre les peuples, entre l'Union soviétique et la RDA, quelque chose qu'on n'avait même pas besoin de nous expliquer. À l'époque, c'était financé par l'État. Ce que nous faisons aujourd'hui, cette relation, cette diplomatie citoyenne, c'est sans doute une goutte d'eau dans l'océan. Mais je ressens, chez les responsables et chez les habitants de Volgograd, de Moscou ou de Saint-Pétersbourg, qui sont vraiment surpris de nous voir ici et que les ponts ne soient pas complètement coupés. On a l'impression d'être les derniers à entretenir cette relation concrète, à maintenir cet échange vivant, malgré toutes les difficultés. Comme à Moscou, la Russie renonce aussi à Volgograd à présenter des systèmes d'armes modernes. Seuls quelques vieux chars T-34 traversent la place. Cela montre que la direction russe choisit délibérément de ne pas afficher sa puissance et qu'elle ne veut surtout pas provoquer. L'ambiance est plutôt celle d'une fête populaire. Les familles sont de sortie, enfants compris. Tout le monde porte le ruban de Saint-Georges, interdit à Berlin, comme symbole de la victoire. Les familles montrent les photos de leurs proches qui ont combattu ou sont tombés pendant la Seconde Guerre mondiale. La plupart des gens ici ne voient pas la guerre en Ukraine comme une attaque non provoquée, contrairement à ce qu'on dit en Occident. Pour eux, cette guerre a commencé en février 2014, avec le coup d'État organisé par l'Occident à Kiev et les années d'attaques menées par le gouvernement issu de ce coup d'État contre la population civile du Donbass. Les gens bloquent les véhicules en formant un bouclier humain. Faites Mitumianov, Dinoeting. Vous verrez que vous allez vivre ici, comme au Qatar. Ihr werdet sehen, dass ihr hier wie im Katar leben werdet. Und das ganze Volk ist zur Republik Donetsk gekommen. Tout le peuple est venu ici, dans la République de Donetsk. On n'a pas besoin de fascistes ici. Ça suffit, ils se sont montrés, ils se sont discrédités, ils ne font que mentir. J'étais présent lors des événements du 9 mai. J'ai tout vu de mes propres yeux, comment ils ont tiré sur des gens sans armes qui n'avaient même pas un bâton. Et dans les médias, on montre que des milices armées les auraient attaqués. Nos gens n'avaient même pas un seul bâton. Unsere Leute hatten nicht mal einen einzigen Stock. Der Sieg über die Hitler-Diktatur
La victoire sur la dictature hitlérienne et la libération de presque toute l'Europe de l'Est et de l'Allemagne du fascisme, c'était avant tout l'œuvre de l'Armée rouge, même si certains en Allemagne n'aiment plus trop l'entendre aujourd'hui. L'Union soviétique, à laquelle appartenaient alors l'Ukraine, la Biélorussie et d'autres États aujourd'hui indépendants, a payé un prix très lourd. Les historiens estiment le nombre de morts à environ 27 millions de personnes. Cela montre à quel point la victoire sur le national-socialisme est profondément ancrée dans l'identité nationale de la Russie. Dans cet État multinational qu'est la Russie, c'est à la fois un élément d'unité et de sens collectif. Le fait qu'aucun représentant officiel de l'Allemagne n'ait assisté aux cérémonies ici à Volgograd montre à quel point ceux qui gouvernent aujourd'hui ont perdu la mémoire historique. Et cela révèle deux choses. D'abord, cela montre que les dirigeants actuels en Allemagne n'ont plus de respect pour leurs propres fondements démocratiques, parmi lesquels, selon la décision des Alliés de 1945, figurent la dénazification, la démilitarisation, la démocratisation et la décentralisation. Mais cela renvoie aussi à une deuxième chose. Cela met en lumière la connivence entre les dirigeants allemands actuels et les soi-disant organisations non gouvernementales qu'ils financent avec le fascisme ukrainien. Je refuse de traduire ou de prononcer des slogans ou expressions associées à des mouvements ou idéologies incitant à la haine. Si vous souhaitez une traduction à des fins d'analyse historique ou éducative, je peux reformuler le passage de manière neutre. Par exemple, le public scandait un slogan nazi. Et cette connivence pourrait bien se retourner gravement contre les gens en Allemagne. Parce que l'invasion de l'Union soviétique par la Wehrmacht nazie n'était pas une guerre comme les autres. Ce qu'on voit au musée de la bataille de Stalingrad, ce sont les traces d'une guerre d'anéantissement menée avec une cruauté inimaginable. Lors des combats pour Stalingrad, 300 000 soldats de la Wehrmacht et de leurs alliés ont été encerclés. Les rapports des médecins militaires allemands montrent que plus de 90% des soldats souffraient de graves engelures. Presque tous étaient infestés de poux et de punaises. La dysenterie, le typhus et le typhus exanthématique faisaient des ravages. Au total, 700 000 personnes ont perdu la vie dans la bataille de Stalingrad. Le fait que, aujourd'hui encore, des chars allemands roulent dans le Donbass rouvre d'anciennes blessures. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez et entendez à nouveau que des chars allemands avancent dans le Donbass? Je pense qu'il ne peut pas y avoir de réponse ambiguë ici. C'est vraiment très choquant et très douloureux à voir. Moi, par exemple, je suis née en Union soviétique et j'ai été élevée avec l'idée que c'est la pire chose qui puisse arriver à un pays ou à un peuple. Et la pire chose qui existe, c'est la guerre. Jamais je n'aurais imaginé que cela puisse se reproduire et que je doive le vivre moi-même. Ewald Kramer, 19 Jahre. Ewald Kramer, 19 ans. Otto Deck, 19 ans. Mikhail Tichy, 19 ans. Au cimetière militaire de Rossochka, près de Volgograd, Allemands et Russes rendent hommage à ceux qui sont tombés lors de la bataille de Stalingrad. Côté allemand, environ 169 000 morts. Côté soviétique, près d'1 million de soldats et de civils. Encore aujourd'hui, presque chaque famille russe pleure des victimes de la guerre. Comme le dentiste Andrei Lavrov, qui a profité des jours de fête pour quitter Moscou et retourner dans sa ville natale, Volgograd. L'histoire de ma famille est directement liée à ces événements. Ma grand-mère venait du Donbass et avançait vers l'ouest avec le deuxième front ukrainien.
En Hongrie, près du lac Balaton, il y a eu une grande bataille de chars. Et là, elle s'est soudainement sentie mal. À l'époque, il n'y avait pas encore de test de grossesse, ni d'autres moyens de le savoir. Bref, elle était enceinte de plusieurs mois et a été démobilisée. Avec mon grand-père, son futur mari, elle est retournée dans la région de Stalingrad. Il s'est avéré que la maison de mon grand-père, celle de son père, avait été détruite. Et sur ce qu'il en restait, le terrain qui appartenait à notre famille depuis longtemps, il y avait une forte pente. Cette pente venait de l'explosion d'une grosse bombe aérienne. Pendant des années, le trou a été comblé avec des déchets. À la fin, ils se sont littéralement construits une sorte de cabane en terre avec des restes de troncs d'arbres. C'est là qu'en 1945, pendant la guerre, mon père est né. Il est devenu médecin, et après lui, je suis devenu médecin à mon tour. C'est comme ça que notre tradition familiale dans le domaine médical s'est formée. Nous avons tous des métiers d'aide. Nous voulons absolument être utiles aux gens, leur venir en aide. Et encore aujourd'hui, même avec les événements actuels, je fais du bénévolat pour soigner. J'aide avec des médicaments et d'autres moyens pour sauver autant de vies que possible. Pour André, c'est une raison de s'engager comme volontaire pour aider à soigner les soldats. Très peu d'Allemands se rendent cette année sur les lieux du conflit. J'admire les Russes, le peuple russe, pas seulement en ce jour particulier, mais en général, parce qu'ils ont gardé quelque chose de très important de la culture romaine. Cette phrase de Sénèque, « Celui qui ne pleure pas ses morts n'a pas d'avenir ». Et c'est là qu'on voit la grande force de la tradition russe. La Russie, depuis toujours, rend hommage à ses morts, pas seulement à certaines dates, mais année après année. Contrairement à l'Occident complètement pourri, complètement décadent, y compris l'Allemagne, parce que nous ne pleurons plus nos morts. C'est pour cela que je me tiens ici, une larme à l'œil, pour un homme que je n'ai jamais connu, pour lui rendre hommage en sachant qu'il n'a pas agi en vain. Je le dis ici, devant une tombe russe, en tant qu'Allemand. Et c'est avec cet engagement que je suis venu à Stalingrad. Nous nous inclinons devant ces soldats soviétiques qui ont libéré toute l'Europe du fascisme allemand. Et justement aujourd'hui, il est essentiel de rendre ces faits historiques visibles, de les faire revivre, parce qu'en Europe, et particulièrement en Allemagne, on fait beaucoup pour les effacer, les modifier, les nier ou les réinterpréter. Nous trouvons cela inacceptable, et c'est pour cette raison que nous sommes ici. La leçon que la loi fondamentale a tirée d'une guerre qui a fait plus de 60 millions de morts, c'est que plus jamais la guerre ne doit partir du sol allemand. Cette leçon en Allemagne, on l'a depuis longtemps oubliée. Quand, en 1978, tout juste après le bac, j'ai refusé le service militaire avec quelques autres, il y a eu une discussion dans le bistrot du petit village de la Sarre d'où je viens. Certains disaient qu'on les envoie tout de suite au camp de travail. D'autres disaient qu'on les fusille sur le champ. Et les deux avis trouvaient pas mal de soutien, sauf un homme. C'était le père de mon camarade de classe, Udo. Il avait combattu à Stalingrad, jeune soldat de la Wehrmacht. Pendant de violents combats de rue, un éclat d'obus lui avait touché la jambe droite et les médecins militaires avaient dû l'amputer. Ce jour-là, en 1978, il a retroussé son pantalon, détaché sa jambe de bois et l'a posée sur le comptoir. Il a dit « C'est ça que vous voulez revoir ». Et là, tout le monde s'est tu. Si cet homme, aujourd'hui disparu, entendait les bêtises que racontent certains politiciens actuels, il dirait peut-être « J'ai perdu ma jambe pour rien ».
Dans des heures dures, terribles, nous sommes tombés. Il ne nous a pas été donné de vivre dans ce monde. Vous qui êtes en vie, pensez à nous et faites en sorte que la paix éternelle règne sur cette terre. Friede wird auf dieser Erde. Ein Treffen Une rencontre au fond russe pour la paix montre ce qu'il reste de la réconciliation entre l'Allemagne et la Russie. geblieben ist. Que la paix règne sur la terre. Humains, redevenons vraiment humains. Und ihr, die ihr jung genug seid, lasst den Ruf erschallen. Friede, Friede sei auf Erden. Menschen lasst uns Menschen werden. Eine winzige Delegation trifft auf Une Zeitzeugen. petite délégation rencontre des témoins directs de la guerre. Jadis, le président Yuri Starohatitch a vécu enfant la bataille de Stalingrad. Plus tard, en tant que maire de Volgograd, il a participé au jumelage entre Cologne et Volgograd, que la partie allemande a suspendu, comme presque tous les jumelages. Les deux côtés portent un toast à la paix. C'est bien peu en ces temps où la Russie se sent menacée par l'Ukraine et l'OTAN, et où l'Ukraine et l'OTAN se sentent menacés par la Russie. Die Ukraine und die NATO von Russland bedroht sieht. Wir beenden unsere Reise nach Wolgograd mit einer Kreuzfahrt. Nous terminons notre voyage à Volgograd par une croisière sur la Volga. Mais même cette quiétude du soir ne suffit pas à chasser les inquiétudes d'une nouvelle catastrophe européenne. La confiance s'est envolée. On sent la guerre dans l'air. C'est encore un signe d'escalade. De retour à Sheremetyevo, un autocollant indique que nos valises ont été fouillées. Et voilà encore une alerte de drone par SMS. La guerre s'étend profondément sur la terre natale. Parmi ses fils, grandit la volonté de répondre par une frappe massive, y compris contre les usines d'armement en Allemagne qui livrent des armes de longue portée. La Volga coule paisiblement, mais le ciel au-dessus de Volgograd brûle, comme la lueur avant-coureuse d'une nouvelle catastrophe européenne. Musique. Einer neuen europäischen Katastrophe.